là, t'as Tony Parker et Jean-Pierre Navire qui viennent dans notre sas et me dire non mais vraiment on a kiffé ton projet, les mecs ils ont fait l'effort de venir pour me montrer qu'ils avaient vraiment un intérêt. Et carrément, Tony Parker va donner son numéro direct. Ah oui. Ouais. On souhaite créer une expérience que nous on appelle digital. C'est vraiment de mettre le digital au service de la pratique physique. Ball & Connect. Ball & Connect. Ball & Connect. La start-up Ball & Connect qui a pour but de fédérer l'ensemble de la communauté basketball. Écoutez le fondateur de ce projet, Aurélien Barrois. Bienvenue dans Cut the Shit, le podcast où on parle d'entrepreneuriat sans filtre et sans bullshit. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur qui a fait le pari fou de connecter tous les basketteurs grâce à la tech. Une appli qui rassemble les joueurs, des tournois incroyables partout en France, un passage dans Qui veut être mon associé face à Tony Parker. Aurélien Gabdou est avec nous. Bienvenue. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Et toi ? Ouais, ça va, nickel. Weedy, peut-être, présente-toi. Et je vais me présenter, je suis la troisième roue du carrosse pour l'instant. Je suis Rudy, je suis le frère de Johan, je suis cofondateur de Moriarty. On va présenter Moriarty plus tard, mais pour l'instant, on a envie d'avoir ta présentation. Parle-nous de toi, Aurélien. Ouais, bah écoute, enchanté. Du coup, moi, je suis l'un des cofondateurs de Ball & Connect. Donc, l'ambition, c'est d'être le plus grand club de basketball digital au monde. J'expliquerai. Et en gros, notre application, elle permet de géolocaliser les terrains de basket, connaître l'affluence des joueurs et organiser des matchs. Donc là, ça fait un petit moment qu'on a lancé ça. On a plus de 60 000 utilisateurs sur la plateforme. Et en fait, on souhaite créer une expérience que nous, on appelle Figital. C'est vraiment de mettre le digital au service de la pratique physique et de vraiment impacter autour de la pratique. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui, justement, se retrouvent seuls sur des terrains et donc ne vont pas pratiquer. Ou potentiellement, il y a aussi une recrudescence de gens qui sont sédentaires. Ouais. Et donc, l'ambition, c'est d'optimiser l'utilisation des terrains extérieurs, notamment, et intérieurs bientôt, et de développer la pratique autour de notre passion qui est le basketball. C'est quand même le deuxième sport mondial. Avec 671 millions de pratiquants. Pour nous, c'est vraiment le nouveau sport mondial. Parce qu'aujourd'hui, tu as une aura qui se développe de plus en plus, grâce notamment à la NBA, oui. Qui vient en France régulièrement. Donc là, avec 2 matchs cette année. Et donc c'est l'ambition de rayonner dans un premier temps en France et potentiellement très rapidement à l'international. Super. Aurélien, j'ai vu que tu as pu travailler dans des grands groupes. Tu me disais juste avant également que tu étais un top sales. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ta passion t'a rattrapé et tu as lancé Ball & Connect ? Comment ça s'est passé, ce passage et pourquoi t'es-tu lancé à 100% dans cela ? En fait, je pense que tout le parcours, donc que ce soit la partie professionnelle ou la partie sportive, se nourrit. L'un s'est nourri de l'autre. Et en fait, pour créer en tout cas la personne que je suis aujourd'hui, moi j'ai un parcours où je suis originaire des Pays de la Loire. D'accord. Donc qui est une région vraiment qui était avant la plus grosse région de basketball en France. Donc Club d'Orléans par exemple. Donc il y a énormément de clubs qui jouaient et de licenciés notamment. Ouais. D'accord. Et donc en fait, quand j'étais plus jeune, je suis issu d'une famille modeste. En gros, je fais que jouer au basket. Donc l'été, mes vacances, c'est de faire des tournois de basket. Et en fait, après, je pars jouer à Bordeaux. Donc je pars jouer à Bordeaux et il y a énormément de joueurs. Pour t'en citer quelques-uns, avec qui justement j'ai pratiqué l'été. Tu as Amat Mbaye, qui était en équipe de France, qui joue en Russie. Tu as Boris Dio, qui a créé les Kamet où on se rejoignait, donc le Kamet Camp, donc qui venait même des fois jouer avec nous, venir voir. Incroyable. Donc en fait, tu as énormément de super joueurs. Tu as Eli Okobo, donc lui il était hyper jeune, donc moi je jouais avec son père. Donc pour vous dire donc la proximité, donc tu as énormément de joueurs de basket hyper forts. Ahmed Doumbia qui joue là actuellement en Pro B. Et en fait, Ahmed et moi qui sommes originaires de Laval, on se rend compte qu'il y a énormément de joueurs, mais il n'y a pas de tournoi. Et que nous, en fait, pour pouvoir faire des tournois l'été,
on est obligé de partir, de revenir à Rennes dans une petite voiture, faire 5 heures de route, ou partir à Nice, partir un peu partout pour faire des tournois. Et nous, en fait, on crée naturellement le tournoi qu'on appelle le Bang on your chest, donc qui veut dire taper sur la poitrine. Oui. Et en fait, on crée naturellement parce que t'as l'offre, en fait, t'as la demande, mais t'as pas d'offre. Donc, mais nous, on se rend pas compte que c'est de l'entrepreneuriat. On fait ça naturellement parce qu'on se dit, ouais, faut réunir les joueurs, faut les faire jouer entre eux. Et en fait, ce tournoi, ça devient, là, actuellement, c'est l'un des plus gros tournois de Bordeaux. Moi, je suis plus dedans, mais c'est ça qui nous lance, en fait, les prémices autour de l'entrepreneuriat, sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'on va chercher des premiers partenaires, Red Bull, donc tu as la rue Sainte-Catherine, qui est la rue piétonne la plus grande d'Europe, où tu as plein de boutiques. Donc on se fait toutes les boutiques, une à une. Ouais, regardez, alors à l'ancienne, c'était avec les petits anneaux, là, les petits papiers. Là, comme des catalogues. Ouais, les catalogues. Donc on avait imprimé notre petit catalogue, pour montrer ce qu'on voulait faire. Et donc là, on a plein de partenaires et tout. On avait même les méga CGR, qui est donc les enseignes de cinéma. D'accord. Donc sur Bordeaux, qui, en fait, on a eu trop de chance, qui diffusait les finales NBA pour la première fois, donc en direct, donc dans la nuit, comme ça se fait au Grand Rex pour le Super Bowl. Oui. Donc ça date, c'était en 2009. Et en gros, ils nous disent, franchement, trop bien. Nous, on a peur de ne pas faire rentrer des gens, donc on vous propose de créer une offre spécifique pour vous. C'était 13 €. Et en fait, pour nous, c'était 8 €. Donc, c'est-à-dire que les gens qui venaient avec on avait fait un ticket spécial, en gros, on a ramené 200 personnes. Ah oui. Ouais. Et donc, en fait, en parallèle, ils nous ont filé des places de cinéma. Donc, on avait 3 places par personne invitée. Donc, on a eu plus de 600 places à distribuer dans le tournoi. Donc, ça, tu vois, c'est les premières petites victoires qui font que ça forge, que ça te permet de prendre confiance en toi, alors que tu fais pas ça du tout pour l'argent ou quoi que ce soit. Et en plus, à la fin du tournoi, on est rentable. Parce qu'en fait, on a investi dans des Domino's Pizza, des parts à revendre. Oui. Et tu vois, c'était notre argent. On était un petit peu comme ça. Tu vois, de se dire, OK, est-ce que on va rentabiliser ou personne ne va les acheter? Oui. Et tu vois, au final, on est rentable au niveau du tournoi. Donc, tu vois, on est hyper fiers, tu vois. On est hyper fiers. Et donc, ça nous aide. Et en parallèle, comme en France, effectivement, c'est dur de réussir dans le sport et de vivre de son activité. Oui. On est obligé de travailler à côté. On va dire la voie, en tout cas que la société française nous impose, c'est de faire des études si tu veux avoir un bon travail, tu vois. Et malheureusement, comme on n'est pas entouré, en fait, on se dit, on continue nos études, tu vois, on pousse, pour être sûr de pouvoir au moins avoir un travail. Donc moi, je pousse les études et en fait. C'est intéressant parce que du coup, je pousse les études et en 4e année, je fais un stage dans des études marketing. Donc ça s'appelait Stratégia. Et en fait, le job, en fait, en gros, en 2 semaines, parce que je suis curieux, je pose des questions, je maîtrise vraiment ce qu'elle me demande. On devait faire des études en anglais, espagnol, etc. Et en fait, tu vois, je commence ma semaine le lundi et le mercredi, j'ai plus grand chose à faire. Et en fait, je me rends compte que c'est pas le rythme que j'ai envie d'avoir. Oui. Donc, ça se passe super bien. Même à la fin, ils me proposent même de rentrer dans la boîte, tu vois, en 4e année. Ah oui. Donc, tu vois, ça se passe super bien parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je demande à ma supérieure, je la convoque. Tu vois, c'est vrai, je la convoque. Et je lui dis, dans mon bureau. Je la convoque et en fait, elle croyait que je voulais partir, etc. Et je lui dis non, franchement, ça me plaît, mais moi, je veux faire une étude en entier. C'est-à-dire, je veux vraiment être la personne qui parle avec la marque, le grand groupe, etc. Et tout faire, tu vois, pas juste faire la partie. Et toi, elle est surprise parce que eux, ils ont beaucoup de stagiaires régulièrement. Et elle est surprise parce qu'il y a très peu qui demandent à faire plus, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai cette opportunité derrière. Mais je me rends compte que c'est pas ma manière d'être, en fait, tu vois. Et donc, du coup, ça m'aide à m'orienter, en tout cas, sur mon stage de fin d'études en dernière année. Et en fait, je fais un truc, je tape sur Google... les meilleurs les stages les mieux rémunérés de France et je tombe sur une liste avec que des grands groupes. Donc tu avais Heineken, AB InBev, Philips, des grosses boîtes qui prenaient des stagiaires sales et qui les rémunéraient bien. Je postule qu'à ces boîtes-là et j'ai trop de chance parce que je suis retenu pour deux structures, donc Danone et Heineken. Et donc je fais les entretiens, donc c'était à Paris.
Et pour Heineken, en fait, ça m'a beaucoup marqué parce que déjà, il y avait 2 entretiens. Donc, on m'avait appelé une fois pendant 5 minutes pour savoir si vraiment. Après, elle me rappelle 1 heure. Et après, elle me dit, OK, bah, tu peux maintenant monter à Paris. Et moi, à Paris, je croyais que c'était le dernier entretien. Je me rends compte, on est 35 pour 14 postes. Ah oui. Donc, je me dis, bah, franchement, c'est chaud. En Une plus, belle sélection. vous imaginez, j'étais le seul noir voilà, de la promo. Donc, tu vois, je me dis, bon, c'est mort. Ils sont tous habillés en costard, ils sortent tous de grosses écoles, etc. Avec moi, mon petit costard Zara à l'époque. Voilà. Et donc, du coup, j'ai la chance d'être pris. Et en fait, ce qui est déterminant dans le fait d'être pris, c'est le tournoi que j'ai créé. Parce qu'en fait, dans mon entretien, bah, en fait, en gros, il me demande, voilà, explique-moi des choses que tu fais en dehors de ton parcours, tu vois. Oui. Et en fait, je lui parle du tournoi. Et je pense que la manière dont je lui ai parlé et l'implication que j'ai, l'intensité que j'ai à en parler, en fait, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et de toute façon, il me le dit après, tu vois. Donc, et en fait, il me pose des questions. Voilà, qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as mal fait, tu vois, en fait, pour voir aussi si j'ai une capacité à me remettre en question. Et tu vois, je lui dis, ouais, bah, en fait, voilà, ça, on aurait dû anticiper, préparer des choses plus en amont, etc., etc. Voilà, la prochaine fois, on fera mieux et tout. Et je pense que c'est ça qui me permet de rentrer chez eux. Sachant qu'en fait, pour la petite anecdote, Heineken ne prenait que des écoles, des ESC. Donc, en fait, c'est un concours. Et moi, mon école n'était pas du tout ESC. Donc, en fait, c'est un hold-up. En tout cas, pour moi, c'est un peu un hold-up de rentrer chez Heineken. Et Heineken, ça m'a aussi forgé. Donc, c'est pour ça que je dis que beaucoup de choses se nourrissent. Parce que, autant le basket, bah, en fait, quand tu es jeune, tu es passionné, tu es à fond, tu joues tout le temps. Donc, ça te crée une rigueur et que tu développes cette rigueur de toujours remettre de l'énergie, remettre du jus, etc. Et autant Heineken, bah, ça m'a aussi apporté une certaine structure que j'avais pas forcément. Voilà, parce que j'étais pas issu d'un milieu où déjà, il faut savoir qu'à l'âge de 16 ans, j'étais déjà, on va dire, responsabilisé. C'est-à-dire que j'étais plus avec ma famille. Donc, du coup, tu vois, c'est moi, je me suis un peu créé un peu tout seul, tu vois. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que mon chef des ventes et mon mentor, j'avais aussi un mentor dans la boîte, ils m'ont vraiment appris à devenir un professionnel. On va dire, je suis un peu passé, excuse-moi du terme, de branleur, voilà, qui fait des, voilà, en fait, qui fait des études parce qu'il n'a pas forcément envie d'aller travailler, tu vois, parce que j'avais déjà fait des jobs, j'avais déjà travaillé à Quick, des choses comme ça. Je me disais, bah, fais plus d'études, comme ça, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, donc voilà. Donc du coup, et moi, comment dire, les études, c'était plus, ok, ça me permet de dégager du temps pour continuer mon sport. Voilà, donc du coup, et là, en fait, eux, ils m'ont vraiment appris à travailler. Et l'autonomie aussi qu'ils m'ont donnée, ça a été aussi quelque chose qui a été hyper important pour moi. Parce que, en fait, tu passes de boursier échelon 7 à une voiture de fonction, un salaire conséquent, un ordi portable, une carte essence, voilà, tu vois, donc illimité, voilà. Et donc, tu aurais pu faire n'importe quoi aussi. C'est là voilà. où on voit la force de caractère, parce que tu parles d'autonomie financière, mais il y a aussi autonomie dans le job, j'imagine. Bien sûr. Et bah, par contre, c'est intéressant ce que tu dis, je rebondis sur ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ils m'ont donné cette autonomie, bah, au début, je savais pas forcément l'utiliser. Et donc, les 2 premiers mois, bah, je faisais un peu, tu vois, je faisais mon taf, mais tu vois, je faisais pas plus que ça. Et en fait, j'étais pas intégré. Et en fait, j'avais pas compris les codes de ce genre de grand groupe, en fait. Et en fait, mon chef des ventes, il m'appelle au bout de 2 mois et il me dit, tu vois, ça va? Ben, moi, j'étais sur la route et tout. Je dis, ouais, ça va, tout se passe bien, tu vois. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire après tes 6 mois? Et en gros, eux, ils nous avaient en fait comprendre qu'on était 14, que derrière, il y avait 3 opportunités, 3 personnes à qui ils allaient donner une opportunité de rentrer en CDI, donc chez Heineken. Et Heineken est une vraie, tu vois, ils ont un vrai état d'esprit, une vraie culture d'entreprise. Comme c'est un groupe international, voilà, si tu rentres chez Heineken, tu n'auras plus jamais à trouver de taf. En gros, c'est ce qu'ils nous disaient. Donc, tu vois, ça a motivé et voilà, ça donnait envie de se lancer, d'être dedans, d'en être. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que il me dit en gros, est-ce que ça se passe bien? Qu'est-ce que tu veux faire au bout des 6 mois?
Et moi, je lui dis, bah, moi, j'ai envie de rester chez vous, ça se passe bien et tout. Et il me dit, bah, là, on n'est pas du tout au niveau. Tu n'appelles personne, tu demandes aucune aide, on ne sait pas ce que tu fais, tes résultats, bah, pour l'instant, ils ne sont pas au top et tout. Et donc, en fait, venant de lui, qui en fait, était vraiment transparent, bah, en fait, ça m'a fait un peu un déclic. Et en fait, je me suis dit, bah, ouais, remets-toi en question, en fait. Tu vois, remets-toi en question. Et je me suis vraiment remis en question par rapport à ça. Et j'ai vu les résultats de demander de l'aide, de s'intéresser aux autres, de se remettre en question. Et en fait, c'est ça qui m'a fait vraiment basculer. Et j'ai commencé à appeler mes collègues, à appeler les anciens qui me donnent des conseils. Et ça m'a fait gagner du temps sur tout ce que je faisais, sur mon travail. Et ça m'a fait évoluer, en fait. Ça m'a fait évoluer. Et ça a été game changer dans mon état d'esprit sur la suite de mes années et encore aujourd'hui. De savoir demander de l'aide. Je dirais que l'autonomie, c'est pas faire les choses soi-même, c'est savoir quand on a besoin d'aide. Oui. C'est ce que je dis des fois aux membres de ma team, c'est vraiment de savoir quand on a besoin d'aide. Parce qu'effectivement, il y a une anecdote que j'ai dit à une de mes stagiaires qui est rentrée il n'y a pas longtemps, c'est si tu as 1 heure pour couper un arbre, okay, donc tu as 2 solutions, soit tu coupes l'arbre, tu sais pas couper l'arbre, bah, tu vas taper, soit tu demandes à un expert, à un bûcheron, comment on coupe l'arbre. Et lui, il va te dire, aiguise ta hache pendant 1 demi-heure, coupe-la à 50 cm de la racine, et là, ça va couper rapidement et net. Voilà. Et donc, en fait, cette anecdote-là, elle m'a vraiment servi à m'améliorer en suivant. Et au final, bah, j'ai terminé dans les trois premiers, on va dire, chefs de secteur de chez Heineken, et ils m'ont proposé derrière une opportunité de revenir en CDI. En CDI. Sauf qu'on me proposait un CDMS que j'ai pas forcément accepté. Et donc, du coup, j'étais en CDD à Bordeaux. D'accord. Voilà. J'étais en CDD à Bordeaux. Et après, derrière, j'ai eu une opportunité de partir chez le groupe La Martiniquaise. Voilà. Et ce groupe La Martiniquaise, donc à Nantes, voilà. La formation d'Heineken a fait que derrière, j'ai performé chez le groupe La Martiniquaise. Et très rapidement, je suis devenu un top 16, en tout cas chez eux. Parce que Heineken m'avait donné la bonne attitude, Oui. voilà, la bonne attitude, le bon mindset et la bonne manière de travailler. Parce qu'effectivement, le job de chef de secteur, il est hyper dur. Tu as beaucoup d'autonomie, il est hyper dur. Tu peux commencer à 3h du matin pour arriver à 5h sur ton premier magasin, aider les chefs de rayon, après faire tes négociations à partir de 7h. Donc en fait, c'est un rythme qui est quand même hyper exigeant. Et après, bon, t'es rémunéré en conséquence. Hein, derrière, t'as quand même, en tout cas, comme c'est une boîte qui était très dynamique, donc t'avais des primes, t'avais énormément de choses derrière. Mais c'est un job qui est hyper exigeant en termes d'implication, et donc qui m'a vraiment forgé. Et en fait, ce rythme-là, je l'ai créé parce que aussi, il était adapté à ce que je voulais faire à côté, donc le basket. Donc ça me laissait mes après-midi pour me reposer, pour après aller au basket, etc. Donc en fait, ça correspondait à tes besoins. À mes besoins. Voilà. Et en fait, le tournoi que j'ai créé, donc le Bang on Your Chest, ça m'a permis de créer une grosse communauté à Bordeaux. Ça m'a permis que les gens, en tout cas, reconnaissent autour de la communauté basketball. Et en fait, quand je suis parti à Nantes, en fait, j'ai perdu toute cette communauté-là. C'est là, en fait, que j'ai réfléchi à cette application. Parce qu'en fait, je me suis dit, un tournoi, c'est beaucoup d'énergie. C'est peut-être 2 mois, 3 mois, ça dépend de la taille du tournoi, mais de réflexion, d'implication, etc. Pour 1 jour ou 2 jours d'événement. Comment on fait un truc plus grand qui, justement, répond au fait que tu te retrouves pas seul sur un terrain de basket quand tu arrives dans une nouvelle ville, que ça améliore justement l'organisation des événements, des organisateurs d'événements, que ça te permet de trouver ton club près de chez toi, etc., etc. Et donc, je laisse un peu ça de côté sur Nantes. Et c'est en région parisienne que je me lance sur ce sujet-là. D'accord. Mais ça a été
directement, tu as lancé ou tu as continué à travailler dans une société et tu as lancé en side project? Ouais, donc en fait, j'ai lancé en side. Ok. Pour vous expliquer, j'avais changé de boîte donc en région parisienne. J'étais dans le pharmaceutique. D'accord. Ok. Et donc voilà, donc dans ma voiture, comme à Paris, il n'y a que les bouchons. J'étais sur mon téléphone, il ne faut pas reproduire ce genre de choses. Mais je tombe sur un concours de start-up. Il dit dépose ton idée, voilà, vois s'il y a du potentiel. Je dépose mon idée, tu remplis un formulaire de ton idée. Et donc l'idée, c'était Ball & Connect. Et donc il y a 200 projets qui postulent et je fais partie des 20 finalistes. Et il m'appelle pour me dire ouais, en gros, tu fais partie des 20 finalistes. Donc ça c'est une start-up week-end. Donc tu dois être là 2 jours pour bosser sur ton projet avec d'autres gens qui vont t'aider à bosser sur le projet. Et à la fin, tu as un pitch donc, qui était au Parc des Princes. Ah oui. Ouais. Donc, Direct. Ouais, c'était un pitch qui était au Parc des Princes devant justement des investisseurs et un public, etc. Donc, tu vois, je suis flatté. Je me dis, bon, vas-y, on va tenter le truc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pitch le projet. Il y a 60 personnes qui sont là pour t'aider aussi. Donc je pitch le projet, il n'y a personne qui vient dans mon projet. Il y a une seule personne qui s'appelait Vincent qui vient dans le projet. Et donc on bosse le projet le vendredi soir. Et moi j'étais fatigué de ma semaine et je lui dis écoute, on commence demain. Et c'est lui qui me motive, qui me dit non, il faut qu'on bosse tout de suite. Et après on se prend au jeu, en fait on est dans la boxe et en fait on taffe sur le projet et au fur et à mesure ça me motive en fait, ça me motive à réfléchir aux problèmes, à comprendre comment on va déployer la solution, comment on va créer la solution. Ouais. Et le lendemain, comme on n'était que 2 dans l'équipe, les organisateurs me donnent une autre personne qui arrive, elle, que le lendemain. Et donc c'est mon associé Anouret. Et avec mon associé, en fait, Anouret, qui n'est pas mon associé au début, en gros, lui, il aime bien le basket. En fait, on ne parle pas du tout projet. Pendant plus d'1 heure, en fait, on parle de nos vies. Et en fait, on se rend compte qu'on a les mêmes valeurs. Et après, on bosse sur le projet. Et le lendemain, on pitch devant il y avait peut-être 300, 400 personnes au Parc des Princes. Et donc, on est lauréat du concours. Ah oui. Donc, et ça, c'est un déclencheur. Oui. Psychologiquement, c'est un déclencheur. Comme je l'ai dit au début, j'étais pas du tout issu du monde de l'entrepreneuriat, comme beaucoup, hein, mais ma situation était assez confortable pour pas se dire ok, je me lance dans l'entrepreneuriat, voilà. Et donc du coup, ça fait un déclic. Il y a plusieurs personnes qui te valident. Tu avais le président de BNP Paribas. Tu avais le directeur marketing du PSG, tu avais Moussa Camara des Déterminés, voilà, donc qui te valide. Tu avais Marwan Elfites de Station F et dans le jury. Et donc, ça te valide, en fait. Ça te prend conscience qu'il y a une opportunité et que tu peux le faire. Parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça qui est dur, c'est de se dire, OK, est-ce que je peux le faire ? Alors que des fois, il y a des gens, ils ont des postes à forte responsabilité, mais ils se disent qu'ils ne sont pas capables de faire de l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, ils ont la capacité en fait, de le faire. Mais des fois, il y a des déclencheurs aussi psychologiques qui sont hyper importants. Et là, c'est mon déclencheur. C'est vraiment mon déclencheur de me dire, ah putain, c'est possible de faire ça. Et donc, pour répondre à ta question, je lance ça en side avec Anouret et Vincent. Vincent qui nous abandonne très rapidement parce qu'il a ses études et il ne se sent pas capable de se lancer sur ce projet-là. Et donc avec Anouret, on se lance sur Ball & Connect. D'accord. Ok. Hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que lorsque tu as passé ce week-end hyper intensif, l'expérience que tu avais eue avec l'organisation du tournoi Bang on the Chest t'a beaucoup aidé ou vous êtes reparti de zéro Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je suis hyper, franchement, admiratif du fait que toutes les startups aient à partir sur une idée, et encore plus pour toi, où tu dis, en gros, l'idée, tu l'as eue dans ta voiture, mais on a tous des idées. Oui. Et après que vous ayez réussi à créer une structure autour de cette idée et finir lauréat, donc les premiers sur ce temps très restreint, c'est assez fou. Franchement, ouais, c'est assez fou.
Après, moi, le projet, je l'ai en tête depuis longtemps. Je pense qu'on a plein d'idées qu'on ne veut pas tester, etc. Et maintenant, je me dis, j'avais d'autres idées avant. Voilà, quand tu commences à avoir cette gymnastique-là, Oui. bah, tu te dis, en fait, il y a plein de trucs que tu aurais pu... C'est sans fin. C'est sans fin, en tout cas. Et ouais, en gros, et je pense que tout ce que j'ai dit tout à l'heure m'a beaucoup servi. Parce que, par exemple, je donne un exemple, lors des 2 jours où tu bosses de manière intensive, il y en a le vendredi soir, on ne dort pas de la nuit, on travaille jusqu'au matin et on enchaîne la journée parce que tu as des mentors qui viennent te challenger toute la journée. Et le soir, donc tous les mentors ils viennent nous challenger. Et je me rappellerai aussi de cette anecdote, c'est la directrice innovation de Orange qui vient nous challenger en fin de journée, donc vers 19h. Et comme on n'avait pas dormi la veille, moi j'étais KO, je voulais rentrer chez moi. Et elle me challenge et en fait, elle pivote vraiment tout le projet de la manière dont on l'a construit. Et en fait, j'ai 2 choix en fait qui se présentent à moi. J'ai 2 choix, c'est est-ce que j'essaye de modifier dans ce qu'elle m'a dit parce qu'en fait, je me rends compte que c'est elle qui a raison. Ou est-ce que, flemme, je rentre chez moi dormir et je vois ça demain. Et en fait, ça me motive à l'écouter et à me poser sur ça toute la nuit. Donc, Anourette et Vincent, eux, ils vont se coucher. Et moi, je bosse toute la nuit pour modifier notre présentation et la manière dont on voit le projet. Et c'est peut-être ça qui nous fait remporter, être lauréat du concours. Donc voilà, donc effectivement, et cette, on va dire, cette résilience, en fait, je l'ai développée via le sport, Oui. via les structures dans lesquelles j'ai été, où je pense, quand ils disent ils prennent que des ESC aussi, par exemple à Heineken à l'époque, je peux comprendre en fait. Parce qu'en fait, j'étais pas au niveau. Je le sais vraiment. Et en fait, c'est ma résilience qui m'a permis d'être au niveau. Parce que j'avais pas les codes. Tu vois, j'ai jamais été dans un écosystème où il y a autant d'exigences dans le travail. Et en plus, je trouvais ça tellement, bizarre parce qu'il y avait une exigence de fou dans le travail chez Heineken, mais les mecs étaient cool. Tu vois, c'était... Et moi, en fait, c'est du mimétisme un peu. C'est-à-dire que derrière, moi, j'avais envie d'être comme ça après. Tu vois, de me dire, OK, je suis exigeant vers moi-même pour délivrer, mais derrière, je suis quelqu'un de cool, accessible, à qui on peut parler. Et Heineken, en vrai, comme c'est une boîte anglophone, elle m'a inculqué cette attitude-là. Donc voilà, donc tout ça, je pense que voilà, la partie basket et la partie entreprise m'ont aidé à construire Ball & Connect. Ok. As-tu peut-être une petite anecdote concernant, tu as dit que tu as joué avec des joueurs connus, tu as joué également en club, c'est ça, ouais. Ma part. C'est quoi peut-être ta meilleure expérience, ton meilleur souvenir sur les terrains? Des souvenirs, comme je te l'ai dit, donc au Krebs à Bordeaux, où Boris Dio se joint à nous sur le match. Et toi, tu défends contre Boris Dio, tu vois, c'est une super anecdote. Et aussi, l'anecdote que j'ai, et ça, je trouve ça important, c'est que je sais pas si c'est beaucoup de chance ou pas, c'est que le vivier de joueurs à Bordeaux avec lequel on s'entraînait l'été, ils ont quasi tous réussi. Tu vois, c'est-à-dire vraiment à différents niveaux, oui. Mais ils ont quasi tous réussi. Ils sont tous à des niveaux national ou plus, pro ou même international. Oui. Et en fait, tu te rends compte que toute la résilience et l'implication à tout l'été, jouer au basket, en fait, elle crée les réussites futures. J'estime qu'il y a une grosse corrélation entre l'implication que tu vas mettre, par exemple, dans l'entrepreneuriat et les résultats que tu obtiens. Oui. Donc, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de baguette magique qui permet de bypasser l'implication et
et le travail. Oui. Voilà, pour avoir des réussites. Il y a aussi des facteurs exogènes dans le récit que tu nous fais. Moi, je vois aussi le rôle des mentors et le rôle des structures. Je fais la passe, alors je suis plutôt foot et rugby, mais je te fais la passe D. Justement, Ball & Connect, c'est pas justement le fait d'amener une structure d'organisation de tournois à des communautés qui existent déjà, où les gens ont déjà cette envie de jouer tout le temps? C'est exactement ça. Franchement, tu touches du doigt vraiment ce qu'on souhaite faire. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas dans mon parcours, moi, ce que je ressens, c'est que c'est des mentors et des personnes sur lesquelles je me suis appuyé qui m'ont permis d'avoir les réussites que j'ai créées. Voilà, donc, et qui m'ont permis d'impacter ma trajectoire, d'impacter mon parcours positivement. Et j'estime que voilà, Ball & Connect, ça a cette ambition-là, voilà, d'être un support et d'accompagner justement le basketteur de son terrain jusqu'à sa réussite, voilà, ou son chemin, voilà. Et c'est justement, on a un slogan, c'est Find Your Court, trouve ton terrain. Oui. Parce qu'en fait, c'est un peu comme la vie, tu vois, tu trouves ton terrain, tu trouves ton chemin, ta voie. Et effectivement, et ça peut commencer par le basket, et ça peut te créer des liens d'amitié, ça peut te faire devenir pro, joueur NBA, ça peut voilà, te créer une vocation qui te permet de devenir coach, etc., etc. Ça peut te créer justement des soft skills qui vont t'aider dans ton parcours professionnel ou personnel. Oui. Voilà, c'est tout ça en fait. Et en gros, Ball & Connect, c'est cette ambition-là. C'est d'avoir un outil, une plateforme, un écosystème qui te permettent de toi de t'épanouir et voilà, de te révéler. Voilà, c'est ça l'ambition. Ok. Et justement, tu parlais de mentorat, accompagnement. Ça a eu un rôle clé dans ton parcours, notamment pour la victoire entre guillemets, du concours. Tu as fait d'autres structures par la suite. Tu as été accompagné également par la suite avec Ball & Connect, où vous avez, entre guillemets, travaillé seul de votre côté. Comment tu as avancé? Je crois que tu as fait un passage chez Station F. Ouais, bah écoute, effectivement, quand on est lauréat, on gagne une incubation à Pantin. D'accord. De 2 mois. Et ensuite, on se dit, bah ouais, il nous faut peut-être des locaux, un accompagnement. Et on tombe sur l'accompagnement du Fighters Programme, dans lequel, en fait, de Station F, oui, dans lequel on se reconnaît. Voilà, c'est un programme, on va dire, pour la diversité, pour des gens issus de quartiers ou d'ailleurs, on va dire. Et là, en fait, on se reconnaît. Moi, je me reconnais, en tout cas, dans le programme. Donc, nous, on postule. Et tu vois, à l'époque, tu avais 400 ou 500 personnes qui postulent et ils en prenaient que 3%. Ouais. Donc, du coup, on postule et on est aussi... donc, on rentre dans le programme Fighters. Et donc, ça, pour nous, c'est une réussite parce que c'est l'un des plus grands... C'est le plus grand incubateur de start-up au monde. Donc, clairement, c'est vraiment une réussite, en tout cas pour nous. Après, on tombe sur le Covid. Ah oui. Donc, nous, on n'a pas vraiment profité de notre année à 100%. À 100% Fighters. Mais naturellement, et ce qu'a fait mes réussites précédentes, c'est que moi, j'ai cette volonté d'avoir des mentors, oui, d'avoir des gens qui ont déjà réussi ce que je veux faire pour me challenger. Oui. Et donc, en fait, dans le programme Fighters, ils nous mettent en place des mentors, un mentor notamment, qui m'aide, qui me challenge, lui, c'est un repeat entrepreneur, tu vois, donc lui, il sait faire les choses. Voilà, il sait faire les choses, aller chercher des financements, refaire un projet. Lui, en tout cas, alors que nous, on est sur notre premier projet. Oui. Et après, en fait, il y a eu un peu aussi une lassitude qui peut y avoir, une lassitude d'entrepreneur. Et en fait, avec mon associé, on s'est regardé, on s'est dit, OK, est-ce que tu penses que les gens ils sont prêts à vraiment avoir cette application? Et ça a été aussi important pour nous, parce qu'on s'est dit, OK, bon, on lance une campagne de crowdfunding. OK.
on lance une campagne de crowdfunding pour voir si vraiment les gens ils sont chauds pour voir sortir l'application. Ouais, s'il y a un fit to market. Voilà, c'est ça. Et ça, en fait, je pense que le plus important quand tu es entrepreneur, en tout cas, je le vois avec un peu de recul, ça fait 4 ans, mais on dirait que ça fait 10 ans, ressenti 10 ans, c'est d'avoir des petites victoires régulièrement, d'avoir des petites victoires régulièrement pour pouvoir tenir sur la durée. Et ça a été hyper important en tout cas, parce que ça nous a permis déjà de nous rebooster et de comprendre qu'il y avait un réel besoin auprès de la communauté. Et donc, on valide notre campagne de crowdfunding. Et en plus, on a la chance que Bordeaux, Jules Koundé participe à cette campagne. Ah oui. Incroyable. Voilà, donc ça nous booste de malade. Tu vois, ça nous booste de malade. Jules Koundé, qui est vraiment fan de basket, participe à cette campagne et ça nous booste de malade. En plus, il nous fait une vidéo pour dire... Ouais, il nous fait une vidéo, je pourrais vous la montrer si vous voulez. Je m'appelle Jules Koundé, je suis footballeur professionnel au FC Séville, mais je suis avant tout un passionné de basket. C'est pour cela que je soutiens Ball & Connect, l'application mobile qui va révolutionner le basket en France et permettre à la communauté basket d'interagir, de se réunir et surtout de s'agrandir, notamment grâce à l'organisation de matchs, la localisation des terrains, qui s'y trouve, quand, comment, à quelle heure, tout. Pour cela, ils ont besoin de vous dans leur campagne de financement participatif. Donc, allez leur donner un maximum de force, un peu d'argent aussi, et je compte sur vous. Et il parle mieux de l'appli que nous. C'est incroyable. Il a eu la vision, quoi. Ouais, il avait la vision sur le projet. Et donc ça nous motive. Ça nous motive à aller plus loin et à développer l'application. Et là, en vrai, on se lance. Là, après, ça a été vraiment le déclencheur. On se lance. Et en fait, nous, ce qui nous a manqué, je peux le dire, à moins si vous avez des questions. Non, vas-y. Non. Nous, ce qui nous a manqué, c'est justement, tu parlais de mentor tout à l'heure. Je pense que c'est d'avoir un mentor qui nous aide sur une partie qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un, en tout cas moi, l'entrepreneur que je suis, en tout cas, je maîtrise. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Mais déjà, je pense qu'un entrepreneur, il doit savoir ce qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne doit pas se mentir à lui-même sur ses faiblesses. Ouais. Et moi, je pense que c'est une de mes qualités, c'est de me dire, OK, je sais pas, je suis nul. Je suis pas le meilleur en design. Oui. Je prends des talents. Il y a quelqu'un qui est là qui pourra vous en parler mieux que moi. Et je m'entoure de gens meilleurs que moi dans des domaines où je suis pas le meilleur. Ouais. Et ça a été, je pense que c'est une des qualités qui m'aide aussi à avancer. Et en fait, par contre, il y a un endroit où on a pêché, en tout cas, au début de la boîte, c'est la partie financière. Ouais. C'est la partie financière parce que ça nous intéressait moins, c'est des chiffres. Et en fait, on s'est dit, OK, on a une communauté qui nous suit, qui est... Occupons-nous de cette communauté. Oui. Sauf que ce qui est en fait le nerf de la guerre pour les entrepreneurs. Cash is king. Cash is king. Ouais, voilà. C'est sûr. Mais nous, on l'a pris à nos dépens. C'est-à-dire qu'on l'a pris sur le tard, dans la douleur. Voilà. Donc on l'a pris dans la douleur. Et si j'avais quelque chose potentiellement un conseil à donner, c'est cash is king, comme tu viens de le dire, et que il faut corréler son exécution à une vision financière structurée qui permette de justement de venir bonifier son exécution et venir mettre les moyens à hauteur de son ambition. Voilà. Mm-hmm. Et donc ça, on l'a pas fait. Et tout ce que nous on a fait, je ne conseille personne de le reproduire. C'était dans la douleur, quoi. Voilà, c'était dans la douleur, c'était dans l'énergie, c'était dans la douleur, c'était... En fait, je conseille à personne de prendre le même chemin, voilà. Même si ça a eu il y a eu des réussites, etc. Mais je pense qu'il y a des meilleures manières de ne pas tomber où on est tombé, entre guillemets.
et de justement corréler cette partie que beaucoup de monde ne maîtrise pas. C'est aussi ça, hein. Le sujet, c'est que moi, on ne maîtrisait pas cette partie-là. Et en fait, on l'a laissée un peu de côté, alors qu'en fait, elle est primordiale pour la réussite long terme de la structure. Ouais. Et aussi pour un sujet que, en tout cas, moi, je pense que j'arrive à faire et qui peut nuire à ça. Par exemple, en tout cas, moi, la partie que j'estime que j'arrive à faire, c'est fédérer des gens autour de moi. Mais en fait, ça peut nuire à ce que j'ai créé. Et ça a nui, en tout cas, dans mon parcours, ça a nui. Parce qu'il y a un manque d'argent. Donc, les gens, ils ne peuvent pas rester sur le long terme. Alors que tu as envie, toi, dans ta vision, ces personnes-là que tu as intégrées au début, tu as envie de les voir évoluer et voir que le projet, ils avancent avec eux. Bah, c'est le cash. C'est tout. Ouais. C'est-à-dire que donc, cette partie-là, si elle n'est pas maîtrisée, tu perds des gens. Voilà, tu ne peux pas engager les gens ad vitam aeternam si tu ne maîtrises pas la partie financière. C'est hyper intéressant ce que tu dis et moi ça me parle beaucoup parce que je viens du monde de la finance d'entreprise, de l'audit. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous n'aviez pas de suivi financier? C'est-à-dire que vous n'arriviez pas à savoir ce qui était monétisé, ce qui était monétisable? Ou est-ce que vous étiez plutôt dans une phase de cash burn et vous en êtes pas du tout rendu compte? C'était quoi le sujet? Bah, en fait, ce qui est intéressant avec Ball & Connect, c'est qu'on a tout construit avec très peu d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je te disais, les choses sur lesquelles on a été fort, c'est de fédérer des gens autour de nous qui croyaient en nous, qui croyaient en la vision et qui nous ont aidés pour la plupart pro bono. Donc voilà. Et donc ça a été vraiment game changer sur le développement de Ball & Connect. Parce que, effectivement, on est sur un sujet passion qui réunit, qui fédère. Et en fait, on a fait avec très peu d'argent. Donc aujourd'hui, on a une boîte qui est saine, tu vois, qui n'a pas construit avec de la dette, qui n'a pas construit, alors qu'elle devrait, parce qu'effectivement, comme je disais, savoir connaître, maîtriser la partie financière, c'est primordial pour savoir tous les leviers que tu peux avoir, que tu peux activer justement pour aller plus vite, plus loin et justement fédérer aussi les talents autour de toi. Parce que aussi, tu fais avec les moyens du bord, donc tu fédères pas forcément les talents que tu pourrais attirer tu pouvais les rémunérer. Voilà, si tu pouvais les rémunérer. Ou les talents que tu as, tu peux pas les garder parce que tu n'as pas l'assise financière qui va te permettre de les garder et les rémunérer. Donc, en fait, nous, on a une stratégie. Donc, notre stratégie, c'est de se dire, aujourd'hui, on est en capacité de gérer la tech grâce à mon associé. J'ai cette capacité à aller chercher, à faire de l'événementiel parce que j'en avais fait avant et à aller chercher la communauté, à capter la communauté de manière organique parce que j'ai déjà on va dire les skills pour le faire. On va continuer à développer cette communauté. Pour le business model, pour l'instant, on tente des choses, on teste notre business model, mais notre priorité, c'est de créer la communauté et de faire en sorte que l'application elle soit utilisée avant de s'occuper de ce qui, en fait, notre épine dans le pied, la partie financière. Ah oui. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas mal fait parce qu'au final, ça nous a permis aussi derrière de valider des points qui nous auraient été demandés même pour de l'investissement dilutif, etc. Mais en fait, on aurait dû le faire en parallèle. Voilà, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des choses qui auraient dû être anticipées en parallèle et maîtrisées. Et quand tu parlais justement d'analyse financière, il n'y en avait pas vraiment parce qu'au final, il n'y avait pas des fonds illimités. Oh, oui. Donc, il n'y avait pas forcément besoin d'un vrai pilotage financier. Par contre, effectivement, on pilotait la croissance de notre communauté, on pilotait la croissance de notre acquisition. Voilà, des choses qui étaient plus naturelles pour nous, Oui. sans pour autant aller sur des sujets
qui aurait pu aussi nous faire évoluer positivement la partie financière. Ok. Et justement, sur ce sujet de financement, on comprend et on sait que vous avez eu du financement dilutif. Est-ce que vous avez eu, malgré votre, on va dire, un peu désintérêt pour la partie financière, eu accès au financement non dilutif, puisqu'on est en France, on paye beaucoup d'impôts, mais il y a aussi beaucoup de programmes de subventionnement. Est-ce que vous avez eu accès à ce genre de programme ? Ben, en fait, ça, c'est une des frustrations qu'on peut avoir. Oui. On n'a pas eu tout ce qu'on aurait pu avoir. Clairement, parce que, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas été accompagné dès le début sur ces sujets-là. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a des financements qu'on aurait pu aller chercher très rapidement qu'on n'a pas été chercher. Oui. Donc, on a tout fait de nous-mêmes avec nos propres mains, alors qu'en fait, on aurait pu être... subventionné ou rémunéré pour faire ce qu'on était en train de faire. Et nous, on a tout fait de nos propres mains. Un bootstrap. Et quand, par exemple, derrière, on va chercher... donc, on a eu quand même des financements. On a eu la French Tech. D'accord. Donc, on a eu la French Tech Tremplin. Quand on va chercher la French Tech Tremplin, ben, en fait, notre appli, elle est déjà... En fait, l'argent qu'on va chercher la French Tech Tremplin, ben, en fait, on aurait dû l'avoir avant. Oui. Tu vois, on aurait dû l'avoir avant. Mais c'est pas déconnant. Mais en gros, on a commencé à s'intéresser à ces sujets pas au bon moment. Ouais, un peu tard. Et donc, il y a plein de leviers qu'on aurait pu aller chercher, qui nous auraient permis aussi d'accélérer la croissance. C'est ça. De pas faire, on va dire, de pas jouer petit bras sur plein de sujets et d'y aller à fond. Si justement on avait eu cette assise financière dès le début. Moriarty, c'est la plateforme qui te permet en 90 secondes d'avoir accès à l'ensemble des aides publiques qui sont disponibles pour ton entreprise. Ça s'adresse à vraiment toutes les entreprises, que tu sois artisan, créateur, que tu sois fondateur. L'ensemble des aides disponibles et que tu peux aller chercher disponible sur Moriarty à partir de ton SIRET ou de ton SIREN. Vous avez quand même eu des mentors. Nous, on en voit aussi parce qu'on est incubé à Station F. Est-ce que tu penses pas qu'en France, il manque de mentors financiers Bah, c'est une bonne question. Et effectivement, en fait, il y a beaucoup de mentors. Il y a beaucoup de mentors qui vont vous accompagner sur justement la stratégie, l'exécution, la vision, les verticales de la structure, que ce soit le marketing, etc., le produit, etc. Mais effectivement, la partie financière, il y a une offre qui est existante, mais il manque beaucoup de mentors financiers. Et en fait, tout dépend aussi du type d'entrepreneur. Parce qu'il y a aussi un sujet qu'il y a beaucoup de gens qui financièrement, ne maîtrisent pas les codes. Oui. Voilà, ne maîtrisent pas. Donc, il y a aussi une vraie éducation sur ces sujets-là. Et qui fait que effectivement, en gros, c'est dur d'avoir le déclic que c'est hyper important pour son activité, alors que en fait, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Faut pas délaisser le reste, le produit, la création de valeur, parce qu'elle est hyper importante, mais il faut maîtriser ce sujet au cordeau pour maximiser ses chances de réussite de son entreprise. Mais justement, je rebondis sur ça, puisque c'est super intéressant. Vous êtes parti en mode bootstrap. Voilà. Aujourd'hui, on entend, et même avant, je dirais même encore plus avant, mais on entend beaucoup de sociétés, dès qu'elles commencent, elles disent « je veux lever ». On a l'impression que c'est un phénomène de mode aussi. Même la presse joue un peu joue sur ça. On va plus parler des boîtes qui ont levé que des boîtes qui sont saines et qui sont en mode de bootstrap et on fonce. Qu'est-ce que tu penses de cela ? Est-ce que tu aurais peut-être un conseil ? Mais tu as déjà commencé à donner un élément de réponse par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, personnellement, j'ai que mon expérience pour en parler. Clairement, je pense qu'il faut bootstrapper. Ça, c'est en tout cas, comme tu disais, tu l'as dit toi-même, tu as parlé de boîtes saines. Oui. En fait, une boîte, ça a l'ambition d'être sain. C'est pas l'ambition de spéculer sur des revenus qui n'existeront peut-être jamais.
Et donc, moi, j'estime que, en tout cas, dans les premiers instants d'une structure, après, ça dépend peut-être aussi du projet, de l'idée. Et de C'est du deep tech, voilà, c'est sûr que c'est pas etc. pareil. Oui. Mais en tout cas, moi, j'estime que dans la plupart des sujets, il faut bootstrapper. Et en fait, quand on parle de bootstrapper, il y a bootstrapper, par exemple, le produit. Oui. Mais il y a aussi bootstrapper plein d'autres sujets. En fait, pour moi, il n'y a pas que le produit qui est important. Il y a bootstrapper potentiellement les futurs partenaires, bootstrapper aussi des mentors, des gens qui vont... C'est-à-dire que aller les contacter avant même qu'il y ait le produit qui soit lancé. Il y a plein de choses en fait à aller chercher avant même d'aller chercher des montants colossaux. Oui. Parce que du coup, ça réduit le risque, déjà. Premièrement, ça réduit le risque. Et ça permet de mieux optimiser demain les financements qu'on va aller chercher. Donc, clairement, moi, je pense qu'il y a une boîte qui s'appelle Eskimos, que je trouve qui a vraiment, qui est dans le SEO, notamment qui a bootstrappé depuis le début sa structure, que je suis. Et si demain, Ball & Connect, j'avais la possibilité de la bootstrapper le plus longtemps possible, je le ferais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ambition, c'est pas de, comme tu disais par rapport à la hype, d'aller chercher du financement. Tu vas chercher du financement parce que tu as déjà testé des choses et tu sais que tu as besoin de tel argent pour aller chercher tel indicateur, tel KPI. Voilà. Et en fait, cette méthodologie-là, en tout cas, que moi je préfère, que je privilégie, je trouve qu'elle est saine et qu'elle permet, d'accélérer, en tout cas, de la bonne manière. Ok. Et tu as parlé, sans donner le détail justement tout à l'heure sur ton business model. Si tu dois justement présenter à des jeunes basketteurs ton appli, Ouais. en quelques mots, et expliquer, une fois qu'ils sont dessus, comment ça se passe, c'est quoi le mode de financement, comment Ok. tu te rémunères et tout ça. Ok, donc aujourd'hui, à date, l'appli est toujours gratuite. D'accord. Donc l'appli, elle est gratuite pour les utilisateurs. Donc après, avec l'ambition de créer donc un abonnement premium, Ok. donc qui sera sur de la gamification, de l'achat. Il y aura aussi de l'achat in-app, voilà. Ok. Donc c'est sur la partie B2C. Et aussi, on explore. Donc on a créé un site qui s'appelle Ball & Coaching, donc qui est de la mise en relation de coach avec des joueurs. Donc on explore aussi la possibilité d'intégrer une fonctionnalité de coaching, voilà. Donc notamment avec de l'IA, potentiellement avec des vrais coachs au début et après potentiellement avec de l'IA. D'accord. Et en fait, on a une partie B2B qui fait que l'ambition, c'est de créer la plus grosse communauté basketball. Et ça, demain, ça attire d'autres sources de revenus. Donc, des sources de revenus qu'on a déjà explorées, notamment avec nos événements, donc les Boss du Playground et les Lady Boss, qui sont des mini-tournois de 8 équipes qui s'affrontent sur un terrain extérieur. Et qu'on a fait ça déjà dans 10 villes de France, Ouais. où on est allé chercher des marques sur ces sujets-là. On en a un bientôt de prévu donc, avec une marque aussi. Donc, il y a des sources de revenus qu'on va chercher et qui feront qu'on aura une boîte, en tout cas à notre sens, saine, qui ne dépendra pas d'une seule ligne de revenus, D'accord. mais de plusieurs, et qui fera aussi que on créera une expérience pour l'utilisateur 360. Parce que c'est ça l'ambition. C'est pour ça je parlais de notre slogan « Find your court », Ouais. trouve ton terrain, parce qu'en fait, le basketteur, il arrive sur le terrain, il veut pratiquer, il veut participer à des événements, il veut progresser. Donc, Ouais. tu vois, on a un autre slogan, c'est Find, Play, Progress. Donc, c'est trouve les terrains, la communauté, play, développe ta pratique et progresse de la manière dont tu veux progresser. Donc, soit participer à des événements, etc., etc. Donc, voilà, c'est ça l'ambition, en tout cas à terme de Ball & Connect. Et pourquoi pas, demain, quand tu as toute la communauté, trouver la future pépite voilà, le futur Wembanyama donc du basketball. Et voilà, donc c'est ça la vision, en tout cas, de Ball & Connect. Voilà. Ok. Très Super. Justement, j'aimerais parler de ton passage chez Qui veut être mon associé. Ouais.
Je relisais justement en préparant l'épisode, et j'ai trouvé fou, ton post d'ailleurs, ce que j'ai trouvé fou, c'est que vous n'avez pas postulé en fait. On n'a pas postulé. C'est incroyable. Bah, écoute, clairement, tout à l'heure, je parlais de résilience et que en fait, on pouvait pas bypasser le travail. Personnellement, toutes les réussites que j'ai, je me dis, bah, c'est tout le charbon que tu as fait. qu'on a fait où on s'est pas menti à Oui. nous-mêmes. Tu vois, ça veut dire que tout le charbon, toutes les petites victoires, etc., nous ont permis d'avoir ça. Et effectivement, je pense que le sujet, c'est deux choses. C'est la capacité à s'intéresser aux gens. Donc voilà, les méthodologies dont je parlais quand j'étais plus jeune, de s'intéresser aux personnes autour de soi. Oui. Et la capacité à aussi travailler soi-même. Voilà, donc on va dire ce mix des deux fait que, bah, effectivement, on n'a pas postulé, mais on a, je pense, tellement fait de bruit avec bah, justement tous les articles qu'on a eus en amont, etc., qui font que bah, les journalistes qui stalkent les projets pour les proposer en fait à la prod de M6, bah, nous ont trouvés. Voilà, et aussi dans notre réseau, donc ça c'est on a fait un programme qui s'appelle Diversity Days d'Anthony Babkin. Bah aussi, bah en gros, eux ils ont eu aussi l'occasion de parler de Ball & Connect. D'accord. Voilà, donc en fait, ces synergies-là, le fait d'avoir un réseau que tu crées et le fait aussi bah, d'avoir une boîte voilà, qui se développe, bah, nous ont permis bah, d'avoir cette opportunité d'être contactés. Oui. Donc par Dorothée Balsan, donc, qui était donc une des journalistes qui trouvent les projets pour la production Satisfy. D'accord. Voilà. Et peux-tu nous en dire plus Ouais, ben, en justement gros, moi, franchement, c'est marrant parce que c'était un jour où tu vois, il faisait super beau ce jour-là et en gros, où j'étais chez moi et on m'appelle et en plus, je voulais aller faire un basket, tu vois. Et en gros, on m'appelle et on me dit, ouais, c'est qui veut être mon associé. Et tu sais, moi, je crois que c'était une blague et tout. Oui. Et elle me dit, non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et elle me dit, ouais, est-ce que tu serais intéressé pour... Bah, je dis, bah ouais, pourquoi pas, c'est sûr, forcément, oui. forcément. Et après, elle me dit, du coup, ouais, écoute, fais une vidéo, naturelle, tu vois, pas de montage, etc. Et tu me pitches Ball & Connect. Et tu vois, j'ai un terrain près de chez moi, tu vois. Je regarde, en plus c'est marrant, je regarde le terrain via notre app. Donc je vais sur un terrain et comme par hasard, j'ai trop de chance, il y avait un jeune, un enfant, il devait avoir 10-12 ans sur le terrain. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me tenir le téléphone? Je vais faire une vidéo et je fais la vidéo vraiment en one shot. Et je lui envoie ça. Et en gros, elle me dit, ouais, nickel, elle est trop naturelle et tout, sur les terrains, c'est top et tout. Et donc, elle propose ça, en fait, à la production. Et en gros, la production, ils disent, dans un premier temps, ils disent OK. Après, elle revient vers moi. Alors, je sais pas si c'est pour motiver, tu sais, c'est pour maintenir en haleine l'entrepreneur. Oui. Tu vois, qu'il soit vraiment focus pour pouvoir passer. Mais elle me dit, ouais, par contre, ils savent pas si, justement, le business model, c'est OK, etc., etc. Donc, on te demande de faire le même process que ceux qui postulent vraiment. C'est-à-dire que ceux qui postulent, en fait, c'est en avril qu'il faut postuler. Bah, ceux qui postulent, bah, en gros, ils postulent, il y a tout un formulaire à remplir, il faut faire une vidéo, etc. Bah, elle m'a demandé en 2 jours de tout faire. Ah oui. Donc, tu vois, je fais le formulaire et tout. Franchement, ça m'a pris plus d'une journée à tout faire et tout. Donc, je fais le formulaire, etc. Donc, je fais le formulaire. Elle regarde mes chiffres. Je devais envoyer mon BP, etc., etc. Et en fait, elle me dit, OK, bah, c'est bon, on est OK. Par contre, donc la prod, elle est OK, mais M6, ils savent pas. Et en fait, moi, je savais même pas qu'il y avait Tony Parker. Bah, parce tu que savais à pas. ce moment, bah non, je savais pas. C'était la première saison où il Ouais, apparaissait. ouais. Et en fait, je savais pas. Moi, alors en fait, il y a une question dans le formulaire et ils te disent quel investisseur tu souhaites, quel est ton investisseur idéal. Et je savais pas qu'il y avait Tony Parker.
Et moi, je mets, mon investisseur idéal, ce serait Tony Parker. Et je savais même pas que c'était Tony Parker. Alignement des planètes. Je te jure, c'est-à-dire que je dis mon investisseur idéal, ce serait Tony Parker parce que il a joué à NBA, donc il connaît tous les deux marchés, etc. Tu sais, vraiment, je détaille. Et après, je dis, sinon, ce serait Matuidi, parce que lui, il avait fait la saison précédente. Ce serait Matuidi parce que il a un fonds d'investissement justement sur des projets justement B2C, etc. Et je mets 3, je mets Simoncini parce qu'il a déjà créé des apps de dating, donc il s'y connaît sur du consumer, etc. Donc tu vois, en fait, c'est les 3 que moi je présente. Et en fait, je savais pas encore qu'il y avait Tony Parker. Et en fait, donc il y a des allers-retours entre la prod et elle me dit pour l'instant c'est chaud, MC ils sont pas sûrs, mais je te tiens au courant. Tu sais, j'ai le WhatsApp encore avec tout ce qu'elle me dit, tu vois. Et après elle m'appelle, elle me dit ok, je vais t'expliquer, mais faut pas que tu le dises, personne doit le savoir, on l'a pas encore annoncé. En gros, il faudrait peut-être couper ça au montage. En gros, il y aura Tony Parker, donc c'est pour ça qu'il se demande si tu sais, genre, ça va pas faire téléphoner, etc. Et au final, après, elle me rappelle, franchement, 10 jours avant, elle me dit ok, c'est bon. 10 jours avant le truc. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui sont prévenus, ils sont prévenus en juin. Pour passage septembre-octobre. Donc, ils ont 3-4 mois pour préparer le truc. Et tout. Moi, j'ai eu 10 jours. J'ai eu 10 jours. Donc, panique totale. J'imagine. Panique totale. J'ai une amie qui avait aussi fait Qui veut te menacer l'émission de l'année précédente. Toi, c'est 2024. C'est ça, 2024. Et elle avait fait 2023. Et donc, je lui dis, comment tu t'es préparé? Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait pris un coach, donc que je prends. Et le coach me challenge de fou pour mon pitch. On va même pitcher dans le métro. On va pitcher dans le métro et tout pour vraiment préparer. Et vraiment, j'ai pris ça comme du sport. Oui. Pareil, c'est-à-dire que entraînement tous les jours. Je repitchais. J'ai trouvé des gens pour pitcher. Voilà, je m'entraînais comme pour le sport. C'est la même chose, tu vois, la répétition. Ah, ouais. Et voilà, et en même temps, elle me demandait quel décor je voulais, elle me demandait plein d'informations. Et donc, du coup, voilà. Tout ça en 10 jours. Tout ça en 10 jours. Ah oui. Incroyable. Tout ça en 10 jours. Et après, voilà, faut y aller. Et en plus de ça, le jour de l'émission, on passe derrière le guide ultime. Le guide ultime. Et tu vois, en fait, le guide. Donc, je parle un peu avec eux, tu vois, donc avant qu'eux ils passent. Et tu vois, ils me présentent leur truc et tout. Je regarde leur réseau, je vois, ils ont 1 million. Je dis, non. Ils ont 1 million d'abonnés. Et je dis, merde. L'impression. Je dis, nous, je crois qu'on devait avoir 30 000 abonnés, tu vois. Donc, en fait, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Oui. Je dis, on passe derrière eux, c'est chaud. Tu vois. Donc, déjà, ça me met une mauvaise pression, tu vois. Oui. Et donc, du coup, après, c'est notre tour, tu vois. Pression de ouf. Et après, voilà, on se lance, je me lance, je fais mon pitch. Je choque pas pendant le pitch. Et après, voilà, ça se passe pendant 1h15. Pendant 1h15, il me pose des questions. Ça dure 1h15 ? Ouais, ça a duré 1h15. Ça a duré 1h15. Et il me pose là les questions. Éric Larchevêque, c'est un tueur. En tout cas, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il te pose des questions qui sont précises. Et justement, on en revient à la partie financière. Oui. On a la partie financière, à toutes les questions de business model, etc. Et donc, en gros, franchement, ils essayent de te mettre à l'aise. Hein, vraiment, ils essayent de te mettre à l'aise. Et en fait, à la fin, tu vois, tu as le jury, tu t'attends quelques minutes, ils réfléchissent. Et après, ils te donnent leur retour. Et donc, j'ai un premier nom de la fondatrice des Secrets de Loli. Oui. Kelly Massol. Elle me dit, écoute, parce qu'on a quasi un peu le même parcours, elle me dit, écoute, franchement, tu es un super entrepreneur, mais je suis pas la meilleure personne pour t'accompagner. Oui. Et en plus, elle regarde les autres et elle leur dit, là, dans la salle, il y a des gens qui sont, en tout cas, mieux placés pour t'accompagner. Marc Simoncini,
on dirait il est en tout cas, je sais pas si vous regardez les émissions. Là, je sais pas, j'ai pas regardé tous les épisodes, mais Je regarde les deux. Oui. mais on dirait il est blasé. Tu vois, tu vois, il est blasé. Donc lui, il dit ouais, moi je suis plus dans le tennis, mais pareil, il dit ouais, en gros, en montrant Tony Parker, tu vois, genre il y a quelqu'un qui va mieux t'accompagner. Moi, je passe. Eric Larchevêque, lui, il me dit écoute, franchement, je kiffe ton projet, mais je pense que t'es pas encore prêt à ce que j'investisse. Mais ce que je te propose, c'est qu'on se fasse des visios ensemble pour améliorer ton projet. Et après, Tony Parker, tu sais, lui, pendant 1 heure, il a fait que de me soutenir. Tu vois, vraiment, c'est même lui, des fois, il répondait aux questions des autres investisseurs à ma place. Ah oui. Tu vois? Donc pour moi, C'était bon. c'était bon. Surtout que j'avais pas demandé énormément d'argent. Pour moi, c'était bon. Et là, il me dit tu sais, genre, il me dit, et il dit ouais, en gros, je suis en conflit parce que en fait, j'ai investi dans un projet similaire ce matin. Oh. Et tu vois, c'est pas un projet de l'émission. C'est donc ce matin, et je veux pas rentrer en conflit avec parce que j'ai dit oui à l'autre projet. Donc par contre, donc ça a été potentiellement coupé. Mais il dit ouais, je vais te présenter Rudy Gobert, d'autres qui pourront, Nicolas Batum, qui pourront potentiellement investir et te suivre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc du coup moi je suis un peu dégoûté déjà. Oui, Tu vois. oui. En plus j'ai un visage très expressif, donc si je suis souriant, mais si je suis énervé, ça se voit direct. Et après, Jean-Pierre Nadir, qui prend la parole l'an dernier, il dit écoute, en fait, franchement, ton projet, il est top. Et en fait, on vient d'investir. C'est moi qui ai demandé à Tony d'investir dans un autre projet, dans le projet de Blaise Matuidi, qui fait quasi la même chose que toi. Et en fait, je pense parce que tu vois, Jean-Pierre Nadir, lui, il voit les opportunités beaucoup plus vite. Il dit écoute, nous, ce qu'on te propose, donc là, on n'investit pas, mais c'est te revoir pour voir comment on peut fusionner potentiellement les deux structures pour faire un champion, en tout cas. Et tu vois, moi, en fait, je comprends pas forcément ce sujet-là. Parce que tu vois, Joint Venture, ça me parlait pas en vrai. Tu vois. Donc, tu vois, moi, je suis déçu. Tu vois, j'avais déjà ma déception de pas avoir Tony Parker. Donc, je suis déçu. Et donc, du coup, je sors du plateau comme je sors d'un match. J'ai perdu. C'est pas je suis arrivé en finale pour moi, c'est j'ai perdu. Tu vois, le match, il est perdu. Et donc, ce qui se passe, c'est que la prod, elle me dit ouais, mais pourquoi t'as réagi comme ça? Il te propose de te revoir, t'étais pas souriant, etc. Ben, je lui dis, tu vois, j'étais venu chercher l'investissement. Et en tout cas, si je les ai pas encore revus, donc je sais pas ce que ça va devenir de cette opportunité-là. Et donc, du coup, comme je sais pas si la prod leur ont dit que j'étais hyper déçu et tout, les mecs, et en fait, franchement, ça s'était jamais arrivé. Parce qu'en fait, il y a 2 sas. Tu as un sas où il y a les investisseurs et tu as un sas où il y a les porteurs de projets, les entrepreneurs. Et en fait, ils se croisent pas pour pas qu'il y ait de biais, etc. Et là, tu as Tony Parker et Jean-Pierre Nadir qui viennent dans notre sas après mon passage et qui viennent me dire non, mais vraiment, on a kiffé ton projet. Là, vraiment, on veut vraiment te revoir et tout, etc. Et tu vois, donc, en fait, c'est énorme parce que les mecs, ils ont fait l'effort de venir pour me montrer qu'ils avaient vraiment un intérêt sur le projet, tu vois. Et carrément, Tony Parker m'a donné son numéro direct après. Ah oui. Ouais, c'est un truc de fou, tu vois. Incroyable. Donc, ouais, donc c'est vraiment... Ce qui s'est passé, vraiment, c'est une opportunité de malade. Moi, je l'avais croisé à un événement pareil, investissement dans le sport, avec Benjamin Kaiser du rugby et Raphaël Varane, et j'ai pas eu son numéro. Donc voilà, donc c'est vraiment une opportunité de fou qui veut être mon associé. De toute façon, si on l'a, il faut la saisir, cette opportunité. Et donc, ouais, ça a permis déjà c'était un de mes objectifs de visibiliser Ball & Connect, de visibiliser le basketball et tout ce qu'on fait autour du basketball. Donc ça, franchement, c'est énorme. De 2, ça a permis de crédibiliser aussi tout ce qu'on mettait en place et aussi d'atteindre des gens qu'on n'aurait jamais pu atteindre
dans un autre contexte où on n'aurait peut-être pas pu les atteindre de cette manière-là, où j'envoie des WhatsApp à Jean-Pierre Nadir, on rigole, etc. Tu vois, c'est pas possible, tu vois. Donc clairement, c'est une opportunité de dingue. Et effectivement, tu vois, quand je regarde le chemin parcouru, je me dis, c'est énorme tout ce qu'on a réussi à réaliser pour Ball & Connect. Et c'est pas terminé, mais en tout cas c'est vraiment... D'accord. On a beaucoup de chance, tu vois. Touche du bois. Est-ce que tu peux en dire, enfin, qu'est-ce que ça a donné du coup Ouais, le sur la recul joint venture. Ouais, donc je peux en dire... on a eu des discussions donc, fin d'année dernière. D'accord. Donc on doit se revoir en tout cas sur ce sujet-là. En attendant, les structures, elles continuent à se développer parce qu'en fait, eux, ils n'avaient pas encore lancé la boîte. Il fallait que aussi leur boîte, elles prennent leur marque avant de voir s'il y avait un réel intérêt. Et après, en fait, l'intérêt, il est des deux côtés. Parce que, en fait, tu vois, ça change vraiment la donne de manière significative. Nous, la partie coaching, c'était quelque chose qu'on explorait, mais c'était pas le cœur de toute la structure. Eux, ils sont que sur la partie coaching. Donc voilà, il y avait plein de questions. Quel nom on garde, etc. Il y a plein de sujets, en tout cas, sur lesquels il y avait plein de discussions. Donc on s'est vu plusieurs fois avec le cofondateur de Blaze. Et donc voilà, il y avait ces sujets-là. Et nous, on s'est dit, en fait, c'est une opportunité de continuer aussi à développer nos structures en parallèle de cette opportunité-là. Et après, on a eu d'autres opportunités entre-temps. Donc voilà, il y a plein de choses qui avancent sur ces sujets-là. Mais en tout cas, la relation, elle est bonne. Et donc, franchement, c'est top d'avoir dans son réseau ce type de personnes, tu vois. Et ça prouve qu'il y a un vrai potentiel, en tout cas, sur notre marché et sur ce qu'on est en train de mettre en place. Et les impacts, on en a parlé, je crois, brièvement au tout départ, ou c'était peut-être avant. Qu'est-ce qui s'est passé, les impacts les impacts. Alors, nous, il faut savoir qu'on est passé après minuit. Ah donc, on est passé après minuit, donc on n'a pas eu vraiment l'impact qu'on pensait avoir en termes d'abonnement, d'utilisation, de téléchargement, etc. Mais on l'a eu après. On l'a eu après parce que déjà, les gens, après, ils revisionnent ceux qui ne voyaient pas le matin, ils regardent. Et en fait, nous, le plus gros impact, ça a été sur la partie business. Parce que du coup, ça nous a crédibilisé et ça nous a permis d'aller chercher ce qu'on arrivait à faire de manière balbutiante en 2023, de dupliquer très rapidement en 2024. Notamment en saisissant aussi l'opportunité des JO. Voilà. Ouais. Et donc de doubler notre chiffre d'affaires dans la structure. Donc clairement, ça a été un game changer. Voilà, clairement. Incroyable. Donc ça, c'est vraiment... Sachant que, comme je vous l'ai expliqué dans la genèse du projet, oui. Nous, on a fait 2 ans sans s'occuper de gagner de l'argent. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a créé la structure avant tout, dans un premier temps, parce que à côté de ça, mon associé, lui, il bossait à côté, se focus sur l'acquisition des utilisateurs de manière organique. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais dépensé zéro budget, pas d'ads, etc. Donc voilà, pour déjà créer cette communauté. Et ça, c'était notre premier focus quand avec mon associé, on s'est regardé, c'est quoi notre focus, et c'était ça. Donc en fait, le plan était celui qu'on s'était dit, tu vois. Et après, derrière, de commencer à monétiser quand la communauté, elle est présente, tu vois. Donc voilà, donc on était en tout cas dans les focus qu'on a voulu. Donc voilà, là maintenant, l'idée c'est comment maintenant qu'on a commencé à monétiser, comment tu t'accélères sur cette partie-là et comment maintenant que tu sais ce qui fonctionne sur l'acquisition, etc., comment tu vas chercher plus de financement pour faire exploser de manière exponentielle ce que tu as déjà initié de manière organique. Ok. Mais justement, tout à l'heure, tu as parlé de... Enfin, on est en plein dans le sujet. Tu parles de Tony Parker, tu as parlé de Wembanyama. Ouais. On a l'impression qu'il y a
pool de talents en France et il y en a de plus en plus qui partent vers la NBA. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu en penses des nouveaux qui arrivent? J'ai pas le nom en tête, mais il y a 2-3 qui sont déjà pressentis. Zachary Rizaché. Exactement, qui est voilà. arrivé. C'est ça. Il y a 2-3 qui sont déjà pressentis pour être encore les nouvelles stars des prochains. Ouais, Nola Traoré, il y en a plusieurs. Les drafts, oui. Ouais, franchement, il y a énormément Noah Essangé, il y en a beaucoup. En fait, moi, je trouve que c'est une super opportunité, en tout cas, pour ma structure, déjà, pour le basketball en général, et pour le momentum que je disais il y a déjà 3 ans en arrière. C'est-à-dire que moi, personnellement, il y a 3 ans en arrière, je disais déjà que le basketball, c'est le nouveau sport mondial. Oui. Pour moi, c'est le nouveau sport mondial pour plusieurs raisons. Déjà, la dynamique de la NBA, la globalisation du basketball, avec l'Afrique, où il y a un potentiel NBA, énorme. ouais. Où il y a un potentiel énorme. Par exemple, tu vois, il y a un truc qui est simple, mais tu regardes les Antilles, le vivier de joueurs qui sort des Antilles, c'est incroyable. Donc déjà, le basketball, c'est un ascenseur social de malade. Voilà. Et parce que c'est accessible, c'est un sport qui est accessible, un peu comme le football. Comme le voilà. foot, ce sont des sports universels. Voilà, tu mets c'est des tes sports chaussures, t'as un universels. ballon. Et en fait, le football est tellement, on va dire, à une maturité et aussi et qui crée aussi les comment dire les mauvais aspects du football, fait que il y a cette opportunité, en tout cas pour le basketball, de devenir le nouveau sport mondial. Voilà, donc c'est aussi ça le sujet. Et en plus, en France, on a un vivier énorme de talents. On est un peu comme le Brésil l'est au foot. C'est ça. Voilà, donc on a un vivier énorme. Voilà. Et même pour le football en Ile-de-France, c'est l'un des plus gros viviers au monde. Donc pour le basket, c'est la même chose. Okay. Donc la France est un vivier énorme. Avec aussi. Moi, j'ai 2 questions qui n'ont rien à voir. Il y a la première, justement, tu parlais de ce vivier et vous organisez des tournois. Vous avez parlé du coaching. Est-ce que vous n'avez pas pensé au scouting à un moment? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok, d'accord. Ouais, c'est ce que j'ai dit dans la vision long terme. D'accord. C'est le scouting. Ok. La vision long terme, c'est quand tu as toute la communauté, est-ce qu'on va trouver justement le futur Wembanyama au sein de votre commune directement. de la communauté. Parce qu'effectivement, pour moi, j'estime que c'est un sujet sur lequel il y a des entités qui y vont directement. Tu vois, il y a des apps où tu peux trouver un club, etc. Mais je pense que l'approche, elle n'est pas forcément simple de cette manière-là. En tout cas, ça, c'est mon parti pris. Oui. Parce que pour l'instant, c'est les agents qui gèrent le game. Le business, et ils veulent pas être remplacés par une app. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, si demain, tu as toute la communauté, que tu as de la data, que tu as un fort branding, etc. Et on le remarque déjà via la partie ball and coaching, les gens, ils ont envie d'en être. Je te donne un exemple. Sur la partie coaching, on a un utilisateur qui venait de Ball & Connect, d'accord? Donc, il télécharge Ball & Connect, il nous connaît via Ball & Connect. Et il n'y en a pas qu'un seul, mais par exemple, je te parle de Nathan. Il habite à Rouen, il télécharge Ball & Connect, il utilise Ball & Connect, il crée des matchs, il nous suit sur les réseaux, donc il voit ce qu'on fait, l'effervescence, les événements. Lui, il ne peut pas venir à Paris, donc il est un peu frustré, mais en tout cas, il nous suit, il fait partie de la commu. Il voit qu'on a une partie coaching. Il prend la partie coaching, donc la mise en relation de coach avec les joueurs. Il est abonné plus d'1 an à nos services. Il nous demande de partir aux US, ce que nous, on ne fait pas. Tu vois. Moi, par contre, dans mon réseau, j'ai des gens qui font ça. Je le mets en relation avec une entité qui envoie les joueurs aux US. Il part 6 mois aux US, il joue en région, il joue maintenant en national, au niveau national. Et tu sais ce qu'il me demande? Est-ce que, Gabdou, tu peux être mon agent? Non. Mais non. Si, je te promets. Donc tu vois, c'est les prémices de ce qu'on est en train de se dire. Et ça, demain, pour pouvoir réaliser cette vision, il nous faut du financement, il faut qu'on soit... il faut revenir terre à terre et avoir les bonnes bases. Et la deuxième question, c'était sur votre partenariat avec le Paris Basketball. Ouais. Moi, j'adore le club. Je trouve que la communication est folle.
Je suis allé à plusieurs matchs à l'Arena et aussi, enfin, je dis à l'Arena, aux 2 Arenas. Ouais. Malheureusement, je suis un chat noir, donc ils ont perdu contre Barcelone quand je suis allé à l'Accor Arena. Mais le partenariat consiste en quoi et en quoi il y a de l'adhérence et des valeurs communes entre vous et le Paris Basket? Déjà, il y a de l'adhérence et des valeurs communes très tôt. C'est-à-dire que on a quasi 10 000 utilisateurs et ils nous font confiance. Parce qu'en fait, le président, David Kahn, c'est un Américain. Et lui, il a la vision. Franchement, je pense que c'est aussi ça qui nous a permis d'avoir un partenariat assez vite avec lui. C'est que lui, il a la vision que le basketball, c'est pas juste dans l'aréna, c'est autour, tout ce qui se passe autour, toute l'émulsion qu'il y a autour. Et ça, il le dit très bien. J'ai fait une conférence avec lui et il le dit très bien. Il dit la vision, c'est que Paris, c'est la street culture. C'est-à-dire que dans mon arena, je veux entendre du hip-hop, je veux entendre du Travis Scott, du Drake, du Kendrick Lamar, et qu'il y ait quand même des familles qui viennent. Ouais. Et ça, franchement, il le disait il y a 3 ans en arrière. Et c'est ce qui se qu'il passe, a là. réussi à faire. Ouais, Tu vois, c'est vraiment, fou. le mec est trop fort. Et il accepte que on soit partenaire avec eux très rapidement. Et en fait, ça crée, ça développe notre impact directement. C'est toujours cette question de, moi, en tout cas, c'est toujours mon envie de m'entourer de gens meilleurs que moi. Et Paris Basketball, pour moi, c'était justement des gens meilleurs que nous. Et en gros, ça nous permet aussi, nous, de monter en compétences. Et on crée notre première finale de notre tournoi, les Boss du Playground, donc nos mini-tournois. On crée le Last Round, qu'on appelle le Last Round, qui est donc une finale nationale qui réunit 1200 personnes. Parce qu'on a ce partenariat avec le Paris Basketball qui nous met à disposition la salle, qui communique aussi sur notre événement et qui fait qu'on fait un événement de fou et qui cartonne. Et qu'on a fait ça en 2 ans, alors qu'on n'est pas le Quai 54. Ouais. Tu vois, ouais. Ouais. Et donc, et qu'on est une app à la base. Ouais. Tu vois. Donc voilà. Et en gros, notre partenariat, il a pris plusieurs formes. Notamment, quand on était à Carpentier, on avait des places à tarif préférentiel qu'on proposait à notre communauté pour permettre aux gens d'aller à moindre coût voir du basket. Parce qu'effectivement, tu as des joueurs qui jouent en playground qui vont jamais voir un match pro. Ouais. Parce que peut-être c'est cher pour eux, parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller voir des matchs de pro, parce que ça n'a pas la même aura que des matchs de NBA. Et donc, nous, on est vraiment ce pont demain. En tout cas, on a envie d'être ce pont avec les clubs et de se dire que, tu vois, tout ce qui se passe autour de ton club, c'est Ball & Connect. Ouais. Génial. On a une petite tradition qui est celle du dilemme. Avant le dilemme, moi, j'aimerais quand même aborder un sujet. C'est-à-dire, c'est l'entrepreneuriat pour les sportifs, et notamment, puisqu'on parle de basket aujourd'hui, mais même si on a parlé de Blaise Matuidi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on voit aux États-Unis, notamment forcément avec LeBron James, il investit énormément, il a des marques dans différents secteurs. Oui, exactement. Shaquille O'Neal aussi. Serena, qui a un fond. Oui, mais en France aussi, puisque voilà, Blaise Matuidi, Tony Parker, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des convergences justement avec des secteurs comme le tien? Et qu'est-ce que tu penses de tout cela, en fait, qui est peut-être nouveau, parce qu'avant, ce n'était pas forcément aussi évident ou aussi courant. Effectivement, moi, je pense qu'on est... en gros, que c'est des pionniers, hein. Tony Parker, Blaise. Il y a aussi... Raphaël Varane. comment il s'appelle Mathieu Flamini. Ah oui, c'est vrai, c'est le premier. Mathieu Flamini, c'est le premier. C'est vrai, il a fait fortune comme ça. Mathieu Flamini. En tout cas, donc en tout cas, en France, ça se développe de plus en plus. Et donc ça, c'est top. Franchement, qu'il y ait cette dynamique-là autour des sportifs qui entreprennent. Et effectivement, et dans tous les cas, tu vois, pour avoir des amis là qui sont, on va dire, un peu en fin de carrière, justement, des fois, j'ai des conversations avec eux sur ces sujets-là. Parce que eux, effectivement, ils gagnent bien leur vie en étant pro, mais
comment il se renouvelle, comment il se réinvente derrière, et on va pas. Moi, je pense, en tout cas, quand tu es un athlète de haut niveau, bah, en tout cas, dans le monde professionnel, l'entrepreneur, c'est un peu l'athlète de haut niveau. Je pense que c'est la suite logique pour les athlètes de devenir entrepreneur. Voilà, après, il y en a qui ne le seront pas, mais en tout cas, c'est une des suites logiques de devenir entrepreneur. Et donc, du coup, ouais, effectivement, je pense que c'est un mouvement qui va se développer de plus en plus. Et effectivement, les pionniers ont permis aussi de visibiliser ça. Et c'est vrai qu'aux US, bah, en gros, tu vois des réussites incroyables. Quand tu vois, comme tu parlais de Shaquille O'Neal qui investit dans Google tôt, Kevin Durant qui a investi chez Overtime. Ouais. Voilà, donc et qui a investi aussi dans Hugging Face. Oui, c'est vrai. Il a investi il a investi dans Hugging Face. C'est fou. Voilà, tu vois, donc en gros, ça prouve que effectivement, il y a un vrai lien et que en fait, ces mecs-là qui gagnent des sommes astronomiques, bah en gros, leur voie royale, c'est l'entrepreneuriat. Et pas que pour l'industrie du sport. Il y a aussi l'industrie de la culture, dans la musique, etc. Quand tu vois, j'ai vu une vidéo récemment de Chat Millionnaire, je sais pas si ça à l'époque, qui faisait Riding pour la chanson qui l'a fait percer et qui a investi dans plein de structures. 50 Cent. Voilà. Chat Millionnaire, son histoire est incroyable. Elle est incroyable. Déjà, en fait, il a eu en gros un gros album, un gros single. Et en fait, c'est sa négociation financière du départ qui lui a permis de devenir riche par rapport à ses ventes d'albums et à ses écoutes, alors qu'un autre, on va dire, rappeur avec le même nombre d'écoutes n'aurait jamais eu le même revenu. D'accord. Il a été incroyablement smart. Il a mis en concurrence les labels, les maisons. Il a décomposé vraiment la structure de valeur et il expliquait non, je signe pas avec toi, et il s'est fait un revenu fou sur un CD limite. Et je rebondis sur ce que tu dis. On parlait de bootstrap tout à l'heure. En fait, Chat Millionnaire, c'est pour ça qu'il a réussi. C'est grâce en fait au fait qu'il est bootstrappé plutôt que d'aller voir directement une maison X. Il a créé son propre site internet à l'époque où les gens ils avaient pas tous des sites internet. Dans son site internet, il y avait un forum, donc il avait directement accès à sa communauté et il avait des feedbacks, des allers-retours de sa communauté. Et en fait, il vendait directement sur sa plateforme en propre. Et donc, du coup, effectivement, comme tu l'as dit, en gros, il savait combien il pouvait gagner. Donc, en gros, au final, il a cut, c'était 50-50 avec les maisons de disques. Quand les autres, ils étaient à 10% ou 5%. Donc, en fait, un peu comme Michael Jordan, lui, il a fait le bon move en tout cas. Et derrière, comme l'industrie de la musique lui a un peu mis à l'envers et il a vu en tout cas le monde, le vice de l'industrie de la musique. Il a investi, il a démultiplié en tout cas ses investissements et ce qui a fait qu'il est devenu riche sur le long terme, quoi. Donc clairement l'entrepreneuriat, on parle des réussites et qu'il y a aussi des gens qui échouent, mais en tout cas je pense que c'est un super moyen pour les sportifs, etc. de continuer en fait à aussi vivre de leur passion, parce qu'en fait l'entrepreneuriat, il faut aussi être passionné, je pense. Ou avoir sa vision, avoir une vision, avoir un pourquoi fort. Et je pense que quand tu fais du sport et que tu fais du sport à haut niveau, c'est que ton pourquoi, il était hyper fort en tout cas. Que tu n'as pas subi le fait de postuler dans une entreprise, etc. C'est que tu avais une vraie envie de faire, de déployer ce que tu fais au quotidien, quoi. Donc, du coup, on arrive à la tradition du cut the shit. Du coup, on va te faire plusieurs propositions et tu fais un choix. Tu choisis ce que tu gardes ou ce que tu jettes, tu nous dis, mais voilà. Et j'ai envie de commencer avec une question très Paris Basket. Ifi ou TJ Shorts? Moi, je dirais TJ Shorts. TJ Shorts. LeBron ou Wemby? LeBron.
LeBron ou Tony? LeBron. LeBron ou Jordan? LeBron. Oh, LeBron. vraie prise de risque. Ok. NBA ou la Ligue européenne? C'est une très bonne question. Je dirais NBA pour l'aura et pour la partie entrepreneuriale. Je dirais pas pour le jeu, mais je dirais vraiment pour la partie vision et mise en avant des joueurs, mise en avant de l'écosystème. Et justement, il y a un projet de NBA Europe. Du coup, NBA Europe ou Euroleague toujours? C'est une très bonne question. Comme je ne sais pas à quoi m'attendre par rapport à la NBA Europe, je dirais Euroleague. Il y a un niveau qui est fou quand même. Ouais, parce que Euroleague, il y a vraiment un niveau de fou. Incroyable. Il y a aussi un engouement autour du public, en tout cas pas en France, mais dans d'autres pays qui est énorme. Et c'est dommage qu'en France, on n'arrive pas encore à dupliquer ce genre de choses. Paris Basketball, ils commencent en fait avec leur COP, etc. C'est vraiment cool. Mais c'est pas généralisé encore. Et notamment avec Mathias. Mathias Lefort. Mathias Pana, Lefort. ouais. C'est incroyable. Même là, après son retour de blessure, non, franchement, franchement, Mathias, c'est fort. C'est très, très fort. Oui. Bon, une question un peu volontairement. Percer en NBA ou percer dans l'entrepreneuriat? Percer en NBA. Percer en NBA parce que ce que les gens en fait oublient, c'est que tu as moins de... on avait fait le calcul, mais tu as moins de 0,0005% de chance de terminer en NBA. Il y a 5000 personnes, 5000 joueurs. Non, 500 joueurs, excuse-moi. Ouais, 500 joueurs par an en NBA. Donc ça fait très peu. Tu as 671 millions de pratiquants. Donc tu vois, le ratio, il est... alors que l'entrepreneuriat, en soi, tu peux réussir quelque chose. Après, tout dépend du niveau de réussite et qu'est-ce que tu appelles la réussite. Mais tu peux... tu peux en vivre tu peux en vivre plus facilement que être basketteur. Et la moyenne, je crois, c'est 5 ans de rester en NBA. Donc, on voit les mecs qui ont fait 20 ans, comme LeBron, Curry, etc. Mais c'est pas la moyenne. Ce sont des anomalies. Voilà, c'est des anomalies dans le système. Et tu as plein de... En fait, il y a tous les joueurs qui sont remplaçants et tout. En fait, tu te rends pas compte, mais il y a un turnover de fou parce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent, etc. etc. Donc, c'est difficile de rester en NBA longtemps. D'accord. D'ailleurs, je vais faire juste une petite anecdote ou autre, mais j'entendais parler, je me rappelle plus du nom de la personne, qui parlait de cela et qui disait « Attention parents, il est plus facile de faire de votre enfant un ingénieur, par exemple en IA, que de faire un joueur NBA ou un pro comme aussi dans le foot. » Ouais, c'est ça. C'est vrai. La concurrence, elle est dure. Et donc, quand un joueur, tu dis il est nul alors qu'il est en NBA, il faut réfléchir à 2 fois avant de dire. Il faut l'envoyer en J-League. Avoir 1 million d'utilisateurs, mais aucun modèle rentable, ou 50 000 utilisateurs premium qui génèrent du cash? C'est une super bonne question. Je dirais avoir 1 million d'utilisateurs et pas de modèle rentable. Parce qu'en tout cas, la genèse du projet et le pourquoi on le fait, c'est vraiment de développer notre impact autour du basketball. Et donc, c'est ça vraiment, en tout cas, pourquoi on le fait. Donc, c'est ça l'ambition dans un premier temps. Ok. Ben, merci beaucoup. C'était très top de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. J'ai envie de te laisser la phrase de la fin. Bah, merci à vous. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Donc voilà, et ravi de pouvoir partager les aventures de Ball & Connect. Voilà. N'hésitez pas à télécharger l'application. Voilà. Justement, où on peut te retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn et sur Ball & Connect. Donc c'est BA2LN Connect. Ok, on mettra la description et les liens sous la vidéo. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup.